Alors, prochaines 15 minutes, on va parler de Spark. Donc, je pense que la partie plus difficile, c'est d'utiliser la langue française pour expliquer tout ce que j'ai à dire. On va être assez superficiel. Ça ne me dérange pas d'être interrompu pendant la présentation, donc je suis habitué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'abord, j'aimerais bien établir un petit peu quelles sont les tendances dans le landscape du big data qui justifient la naissance et la mode qu'il y a derrière Spark. Donc, initialement, on parle de 2004, il y avait beaucoup d'attention aux problématiques liées à l'analyse de grosses quantités de données, mais pour des applications de type batch, pour lesquelles on était suffisamment patient pour attendre même des semaines avant d'avoir des résultats. Bon, ça c'était l'époque 2004-2005 où le papier MapReduce est sorti. 2006, il y a ce petit truc qu'on appelle Hadoop qui a été mis en open source. Tout le monde était content, tout le monde a adoré le modèle de programmation MapReduce qui commençait à nous obliger à penser un petit peu plus en fonctionnel. Et donc, c'était assez intéressant d'un point de vue intellectuel. Après un peu de temps, il y a eu un problème. Le modèle de programmation MapReduce a été pensé un petit peu strictement, et donc c'était difficile de venir à amener des concepts un petit peu plus haut niveau à cause du modèle de programmation. Et c'est pour ça qu'on a commencé à déployer des librairies de langage haut niveau, par exemple SQL, pour réussir à faciliter la vie des développeurs et donc produire du code un peu plus facilement. C'est aussi parce que les applications dans lesquelles des outils comme Hadoop allaient être utilisés ont doucement migré du monde batch au monde de la BI. Et récemment, je parle de plus ou moins 2009, donc c'est récemment entre guillemets, un groupe de chercheurs à Berkeley, donc c'était le AMP Lab, et un étudiant en particulier, Matei Zaharia, a pensé bien de chercher d'améliorer la situation en termes de puissance de calcul, mais plus en particulier de latence qui est liée à l'exécution de ce type de programme. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu la naissance de Spark. Spark introduit beaucoup de nouveautés, c'est très, très intéressant d'un point de vue informatique, mais comme tous les autres logiciels disponibles aujourd'hui incluent Hadoop, Spark, mais même TensorFlow, tout est basé sur des concepts qui ont été développés plus ou moins dans les années 60. Donc, quels sont les objectifs derrière la création du projet Spark? Mais les principaux objectifs étaient celles d'avoir quelque chose qui était capable d'ingérer des workloads, c'est-à-dire des algorithmes et de types de données très différents, très hétérogènes les uns des autres. Et ceci n'était pas directement possible avec les vieux outils, vieux entre guillemets, comme Hadoop. En plus, un des objectifs de Spark était celle de réduire la latence, donc avoir un système qui pouvait répondre plus rapidement à l'exécution des algorithmes. Et bien sûr, comme tous les systèmes distribués tels que Hadoop et MapReduce, être capable de tolérer des fautes. Donc, on parle ici d'algorithmes distribués, donc pas des algorithmes parallèles, qui impliquent l'exécution de morceaux de code à droite et à gauche sur beaucoup de machines. Et la philosophie de la conception de ce système distribué est celle qu'en anglais on appelle le scale-out, c'est-à-dire on achète beaucoup de machines qui sont, entre guillemets, pas trop chères, et on va distribuer à la fois les données et les calculs sur ces machines. Comme on parle de big data, les données sont volumineuses et on ne veut pas trop les bouger à cause des latences et les goulots d'étranglement dus au réseau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On pousse le code vers là où les données sont.
Maintenant, ce type de machines, c'est des machines qui sont problématiques comme toutes les machines du monde et ils peuvent tomber en panne. Du coup, les systèmes comme Spark sont conçus pour pouvoir tolérer ce type de faute. Et en plus, Spark a été conçu pour simplifier la vie des programmeurs et donc avoir un langage et une API beaucoup plus simple par rapport à ce qui existait à l'époque, comme les API Java pour Hadoop. Une autre caractéristique très importante, selon moi, de Spark est celle d'avoir un caractère unifieur. C'est-à-dire, Spark a été conçu comme une espèce de librairie de bas niveau sur laquelle s'appuient beaucoup de modules, comme dans le slide, vous voyez Spark SQL, Spark Streaming, Machine Learning, MLlib, Graphics, etc. Les noms, je pense, qui sont parleurs, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais on a beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de modèles de programmation, de langages de haut niveau même, comme le SQL, qui s'appuient tous sur la même interface. Donc, on n'est pas obligé d'installer 10 000 types de logiciels différents pour chacune des tâches qu'on veut faire. D'un point de vue système, Spark introduit donc ce concept d'une pipeline de données, donc de l'ingestion des données au processing à la production de l'output, unifié et très performant, qui utilise beaucoup la mémoire au lieu d'être un petit peu paranoïaque, comme à l'époque Hadoop l'était, de matérialiser sur disque chaque étape de l'exécution d'un algorithme. Cette matérialisation sur disque était très coûteuse en termes de temps d'exécution parce que les disques, normalement, sont très lents. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, dans la thèse de doctorat de cet étudiant, Matei Zacharia, qui aujourd'hui est un prof à l'MIT, mais en même temps le fondateur de Databricks, qui est la société qui est derrière Spark aujourd'hui, a introduit une nouvelle structure de données qu'on appelle RDD, en anglais Reliable Distributed Dataset. Donc c'est on peut l'imaginer comme une liste des vecteurs qui sont éparpillés plus ou moins au pif sur plein de machines et ils sont fiables même quand il y a des fautes dans les systèmes parce que Spark, le système, arrive à garder en mémoire le processus qui a généré les morceaux de données. Et donc, dans le cas d'une faute, Spark arrive à recalculer et à régénérer ce qui est perdu. Donc, maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est de passer quelques minutes, c'est le slide probablement le plus important de cette présentation, sur qu'est-ce qu'est Spark exactement. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'y travailler. Je perds probablement le contexte de qui écrit moins de lignes de code, même si je triche un petit peu parce que là, on utilise du Scala qui est assez intéressant pour faire des one-liners. Mais suivez-moi. Ici, on a à la fois le concept. Vous avez entendu lors de la présentation de Martin le mot gradient descent, donc la descente gradient. On applique ce concept à un problème très simple de classification. Et donc, vous avez les formules mathématiques en haut. Et en bas, vous avez l'implémentation de ce concept, donc de l'optimisation, entre parenthèses, convexe grâce à la technique du gradient pour un problème de classification. Donc, on commence du haut et on voit que, généralement, quand on a un problème d'apprentissage, on veut réussir à apprendre à partir de données, des poids, et on met tout ensemble dans une fonction qui détermine une perte, on appelle ça en anglais une loss function, et cette fonction, on veut la minimiser, parce qu'on veut minimiser les erreurs qu'on va commettre en apprenant les différents poids. Donc, vous avez ici dans la recette les données en entrée, on peut appeler ça par exemple les prédicteurs. On a les labels, c'est ce qu'on utilise pour apprendre, et on a ces fameux poids, et c'est ça qu'on veut apprendre, effectivement. Donc c'est ça qu'on veut faire sorte que l'algorithme
modifie au fur et à mesure et les apprend. Donc, une technique pour optimiser ce type de fonction, je saute beaucoup de passages mathématiques, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très important pour cette présentation. Une technique pour atteindre l'objectif de minimiser la fonction de perte est celle du gradient. Et donc, on appelle G une fonction qui calcule le gradient de la fonction. Et on va utiliser cette formule très simple qui nous explique comment faire la mise à jour des poids d'une façon itérative, avec ce qu'on a vu tout à l'heure qui est le rate, la vitesse d'apprentissage, et le gradient. Donc, j'ai laissé quand même ce type de formule mathématique ici parce qu'il y a quelque chose de très intéressant quand on regarde le fait que c'est des fonctions de somme. Donc, il est très simple de distribuer le calcul du gradient sur plusieurs machines. Et c'est exactement ce que ce bout de code va faire. Donc, on va doucement aller pas à pas dans ce bout de code pour comprendre d'abord qu'est-ce qu'il fait. Et je vais essayer aussi de mettre en évidence quelles sont les particularités de Spark qui est introduit pour faciliter l'exécution de ce type de programme. Donc, tout d'abord, on commence à créer l'input. Donc, c'est les points qu'on veut lire. Et ces points, on va les lire grâce à une fonction qui va extraire les données qui sont mémorisées dans un système de fichiers. Généralement, le système de fichiers qu'on utilise, c'est du HDFS, c'est un système de fichiers distribués qui fait partie de l'écosystème Hadoop. Donc, dans cette ligne de code, on trouve Spark, qui est le contexte. Spark Context est l'élément fondamental de Spark. C'est un bout de code qui est exécuté dans une seule machine. C'est la machine qu'on appelle le driver et qui va déterminer comment l'ordonnancement des différentes tâches est effectué. Cet ordonnancement est complètement automatique. Il n'est pas nécessaire, comme par exemple, au moins aujourd'hui dans TensorFlow, de spécifier où va quoi. Tout ça est automatique. Après, on a cette fonction qui lit les données qui sont éparpillées sur plusieurs machines. Et cette fonction même crée la première instance de cette structure de données qu'on appelle RDD. Après, on va mapper, et donc ici on commence à voir un petit peu l'influence de la programmation fonctionnelle, mapper une fonction qui va extraire et mettre un petit peu d'ordre dans les points qu'on lit du disque. Et finalement, on a une fonction qui s'appelle cache, qui est très utile. On va discuter mieux un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour information, c'est une instruction qui va dire à Spark de garder en mémoire, au fur et à mesure des itérations de l'algorithme, cette structure de données des points. Ensuite, on a finalement nos vecteurs de poids, c'est ce qu'on est en train d'apprendre grâce à l'algorithme, et on rentre dans le loop, la boucle for, qui va exécuter chaque fois une partie de l'algorithme du gradient. Donc ici, on voit qu'il y a un paramètre, on appelle ça un hyperparamètre, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi optimiser, mais dans cette présentation, on ne s'en occupe pas. Ici, finalement, on fait le calcul du gradient. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez en rouge une espèce de formule mathématique écrite en langage de programmation. Cette formule mathématique est le gradient de la fonction logistique, qui est la fonction qu'on utilise ici quand on fait de la régression logistique. Donc, sur les livres de texte, allez sur Wikipédia, vous allez trouver tous les détails. Ce n'est pas terriblement important maintenant de regarder le côté théorique de ce problème. Le côté informatique, c'est ce qui nous intéresse maintenant un petit peu plus. Donc, on a cette fonction mathématique qui nous calcule le gradient pour tous les points. Et chaque machine va avoir une partie des points qu'on est en train de lire, qu'on a lu, pardon, du système de fichiers distribués, et va contribuer au calcul du gradient. Donc, chaque machine va calculer une partie du gradient en parallèle, en distribué pour être précis. Et une fois que le calcul est fini,
Cette information va être renvoyée vers le point central, le driver, pour calculer la somme et ensuite faire la mise à jour des points. Ici, vous avez la fonction qu'on appelle reduce qui fait exactement ça. Et on a un bout de code Scala donc avec en anglais du syntactic sugar, je ne suis pas sûr comment le traduire en français, qui simplement dit comment faire la somme. Et finalement, ici, vous avez les instructions qui permettent de faire l'update du gradient. Pardon, l'update des points. Alors maintenant, on va essayer de comprendre dans le détail qu'est-ce que Spark nous amène. D'abord, il nous amène le caching, c'est-à-dire la possibilité de garder en mémoire les informations qu'on vient de lire d'un système de fichiers distribués que normalement est très lent, pendant les itérations. On a aussi le fait qu'il y a des points, des vecteurs qui doivent être expédiés vers toutes les machines qui exécutent en parallèle. Et ceci est faisable grâce à des primitives de broadcasting. On a aussi la fonction reduce. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous distribuez le calcul sur 10 000 machines, cette pauvre machine qui pourrait être mon laptop qui exécute le driver va être submergée de messages. Et donc, ceci pourrait être un goulot d'étranglement. Eh bien non, la fonction reduce, ici, dans Spark, implémente un mécanisme qui est très proche, si vous connaissez, je suis sûr que oui, du système BitTorrent pour échanger les fichiers d'une façon plus ou moins légale, et donc va permettre de ne pas avoir des problèmes de performance au driver. Mathématiquement, on passe d'un ordre de n à un ordre de log n. Donc, d'un point de vue d'un data scientist, c'est un métier qu'on croit être très, très important aujourd'hui. Je voulais partager un petit peu avec vous l'expérience que moi-même et mon groupe ont eue avec cet outil, Spark. Et tout d'abord, je voudrais dire que normalement, une bonne façon de développer avec Spark, c'est d'utiliser des notebooks Python. Python ou Scala, maintenant on peut supporter des back-ends de différents types. Et ceci est très bon pour la conception de vos algorithmes et aussi le debugging. Tandis que la version standalone, donc un vrai programme Spark qui va être envoyé tout court sur un cluster de calcul, est une bonne façon pour faire le tuning de l'application, de l'algorithme et du système. Donc, généralement, il y a beaucoup de problèmes quand on utilise Spark. Je suis désolé de vous décevoir, mais rien n'est simple. Rien n'est, je ne mets même pas une ligne de code, tout est dur et rien ne marche, jamais. Donc, vous allez avoir des problèmes de mémoire, vous n'allez jamais savoir quand il faut faire du caching. Il va y avoir Java qui va vous empêcher de dormir parce qu'il y a le garbage collector qui pose des problèmes. Donc, il faut faire beaucoup d'attention quand on utilise ce type d'outil parce que la vraie vie est un peu différente de ce qu'on nous fait croire. Le futur de Spark est très rose, à mon avis. Il y a plein de projets qui visent à améliorer certains points problématiques de gestion de mémoire, d'optimisation d'exécution, et en général d'utilisation du système. Un point de vue personnel de Spark, et j'espère que vous n'allez pas faire un quote sur ça, c'est que Spark est en train de devenir une base de données, et une belle base de données, mais ils sont en train de converger vers ce type d'outils. Il n'y a pas de nouveaux modèles de programmation qui ont été proposés dans les dernières deux années par Databricks. Et pour ça, il y a plein d'autres projets très intéressants comme Flink, qui est un projet européen, Dataflow, TensorFlow, Naya de Microsoft, etc. Donc en conclusion, Spark est un outil, selon moi, très intéressant. Et il y a une société maintenant qui est en train d'amener Spark vers les entreprises, et donc avec du support aussi. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises sont en train d'utiliser. Méfiez-vous de Spark, c'est encore très difficile, à mon avis, de l'utiliser. Il y a plein de problèmes. Et quand on sort du parcours connu de Hello World, où on fait le word count, les choses se compliquent pas mal.
Et un autre avertissement, c'est que oui, il y a plein de librairies qui font tout pour vous. Il ne faut pas implémenter, comme je vous l'ai montré ici, Gradient Descent, parce qu'il est implémenté dans une librairie. Il faut juste appeler Gradient Descent. Mais mon conseil est, il faut quand même connaître ce qu'il y a derrière. Il faut bien connaître le fondamental de la théorie du machine learning et l'unir avec aussi l'effort qu'il faut mettre dans la programmation. Voilà, merci beaucoup.